Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties Disney, Netflix, Warner, Paramount, Universal. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ben ça va bien, les Oscars approchent là. Et ouais, c'est ce week-end, c'est dimanche, je ferai la nuit blanche, effectivement, je serai là. Seras-tu avec moi? Et oui, bah oui, voilà, on annonce en live. Comme l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, on a vécu une soirée exceptionnelle, en espérant que, voilà, il y a des baffes qui se perdent, comme il y a 2 ans. Ouais, ça, moi, j'ai pas suivi, mais toi, oui, tu l'as vécu en direct. Ouais, en live, c'était un des meilleurs moments de toute ma vie. Un moment les plus what the fuck de l'histoire des lives que j'ai vus. Mais sinon, ouais, je suis très content. Là, on a des infos. Pour une fois, on a fait une petite section pronostic. Voilà, on aime bien faire des petits pronos pour les cérémonies. Donc voilà, je suis content. Bah ouais, écoute, on va commencer. Donc, du coup, on a pas mal de catégories aux Oscars comme à chaque fois. Hein. Donc là, on va vous donner nos prédictions. On va aller du moins valorisé au plus valorisé. Ça veut pas dire que nous, on les valorise pas. C'est la liste a été formulée, elle est un peu formulée comme ça par les Oscars, malheureusement. Donc voilà, on retrouve les documentaires tout en bas de la liste en général, malheureusement. Malheureusement, les documentaires, je pense que c'est le seul truc qu'on va pas avoir vraiment d'avis dessus, puisque on les a pas vus, on va être honnête. Même s'il y a les filles d'Olpha qui sont nommées et qui a fait bien parler, donc possible que ça reparte avec quelque chose. Mais du coup, pour commencer nos prédictions, on va commencer avec le meilleur film d'animation, donc surnommé Le Garçon et le Héron de Miyazaki, Élémentaire, Nimona, Mon Ami Robot et Spider-Man Across the Spider-Verse. Ista, quel est ton pronostic? bah moi, j'ai mis Le Garçon et le Héron. Ouais. Oui. Je pense. Là, c'est un peu tout le temps lui qui gagnait, là, dernièrement. Ouais. Donc oui, je pense que ça va être celui-là. Il a gagné au Disney Awards, Spider-Man. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent que ce soit Spider-Man, mais dans toutes les grosses cérémonies, comme les Golden Globes et tout, c'est Le Garçon et le Héron qui a gagné. Donc je pense que c'est celui-là qui va repartir avec la statuette. Ouais, écoute, je suis plutôt d'accord. J'ai pas vu Mon Ami Robot, malheureusement. Je l'ai raté au cinéma. Mais je pense pas qu'il va gagner. Déjà, c'est déjà bien c'est déjà fou qu'il soit nommé, je trouve. Parce que les Oscars, voilà, des fois ils nomment vu ce que leur fils ou enfant regardent. Mais ouais, Le Garçon et le Héron, pour moi, il n'y a pas de doute. Comme tu as dit, il a gagné partout. Après, il y a eu des bons films d'animation cette année. Élémentaire, j'aime bien. Ouais. Bon, pour moi, il ne mérite pas de gagner. Nimona, j'ai bien aimé, plus que prévu. Across the Spider-Verse, j'ai quelques réticences, mais bon, s'il gagnait, ça me dérangerait pas. Mais voilà, Le Garçon et le Héron, ce sera le 2e Oscar pour Miyazaki depuis Le Voyage de Chihiro, je crois, parce qu'il avait pas eu pour Le Vent se lève, il me semble. Ou si Le Vent se lève, je crois pas que Le Vent se lève l'a eu, il me semble pas. Non, je crois qu'il l'a pas eu et que c'est quelque chose d'autre qui l'a eu. Et, oui, je crois que c'était un Disney. que ça s'est pas bien passé. Je me demande si c'est pas Rebelle, mais je suis pas sûr. C'était en 2013, oui, c'est peut-être Rebelle, ouais. Du coup, on va aller en meilleur film international. Donc, on a Moi, Capitaine, le film italien de Matteo Garonne, Perfect Days de Wim Wenders, Le Cercle des Neiges de Bayona, La Salle des Profs, un film allemand, et La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Bon, on sait très bien qui va gagner. Moi, j'ai mis intérêt. Non, moi j'ai mis Anatomie d'une chute. Ah merde. Mais il y est pas. Merde. Non, il a failli être envoyé. Donc oui, ça va être La Zone d'intérêt. Pour moi, il y a... Enfin voilà, il a le plus de nominations des 5 de toute façon. C'est le seul qui a une autre nomination, je crois. Parce que Le Zone d'intérêt, il est nommé en meilleur son et peut-être en meilleur film, je sais plus. Mais en tout cas, il est nommé beaucoup plus de fois. Donc là, c'est sûr qu'il va gagner. Pour moi, ça fait aucun doute. Oui, je pense aussi. Hein. Ça en parle beaucoup là en ce moment. Et oui, comme tu dis, il est nommé dans pas mal de choses. Il a gagné quelques prix au BAFTA, je crois. C'est ça, il a gagné au BAFTA des prix meilleur film étranger, je crois d'ailleurs. Donc oui, il a gagné pas mal de trucs au BAFTA. Donc je pense que ça va être lui. Je suis même pratiquement sûr que ce sera lui, de toute façon. Ensuite, meilleure musique de film, on a American Fiction, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre créature. Bon, encore une fois ici, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, je sais très bien qui c'est qui va l'avoir. Ah ouais? Tu mets qui, toi? Je pense que ça va être Oppenheimer. Enfin, je veux dire, Ludwig Göransson, à chaque fois il gagne. Il a gagné partout. Je dis pas que c'est la meilleure musique, hein, même si je l'aime beaucoup, hein, la musique d'Oppenheimer, mais moi je vois pas du tout quelqu'un d'autre gagner cet Oscar. Ah, moi j'ai mis Poor Things.
tu penses pour... Ah, c'est vrai que pour Things a des musiques sympas. Bah Mais, ouais, c'est pour ça. Ouais, je sais pas. Je me dis qu'il peut gagner pas mal de trucs techniques pour Things. Ouais, mais je crois que Ludwig Göransson, il fait que gagner depuis. Ouais, le c'est début, possible. hein. Donc, Ouais. donc pour moi, ça va être lui. Voilà. Ok, bah moi j'ai mis pour Things. Ah voilà, notre première divergence, putain. Ensuite, meilleure chanson originale, on a The Fire Inside de Flaming Hot, I'm Just Ken de Barbie, It Never Went Away de American Symphony. Alors là, c'est très compliqué. C'est Wazaz. Je pense que je le prononce très mal, mais c'est une chanson de Killers of the Flower Moon ou What Was I Made For de Billie Eilish et Phineas O'Connell de Barbie. Pour moi, c'est celle-là qui va gagner parce que Ouais, j'aurais dit celle-là aussi, ouais. pas de surprise, ce sera eux, ils ont gagné tout le temps. Voilà. Après, peut-être surprise avec I'm Just Ken, mais j'y crois pas. Hein. Franchement, je pense que ça va être Billie Eilish encore. C'est son deuxième en plus, je crois, parce qu'elle avait eu pour No Time to Die, il me semble. Ah oui, sûrement aussi. Mais ouais, je le vois bien gagner. Même si I'm Just Ken a gagné, je sais plus c'était lequel, les Golden Globes là ou... Oui, il fait une tête. Ouais. Je sais plus c'était au quoi, mais quelle cérémonie. Mais bon, j'y crois pas qu'il va gagner quand même. C'est très fou. Mais il va la chanter en tout cas en direct. Ouais, ça c'est cool pour le coup. Ouais. Ensuite, on a meilleur effet visuel, du coup, The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning et Napoléon. Là, je suis pas sûr de ce que l'Académie va faire, pour le coup. Ce serait fort que ce soit Godzilla Minus One. Franchement, ce serait vraiment... les mecs ont fait pour moins de 10 millions, enfin, genre un truc comme ça. Ouais, Le film et les effets visuels sont super. Mais après, les autres sont pas mal. Hein. Et The Creator, je pense aussi, 80 millions, ils ont fait un travail super. Pour moi, c'est les deux qui mériteraient en termes d'effets visuels, parce que bon, vu leur budget qui était moindre que les autres, et voilà, maintenant après Mission Impossible, Gardiens de la Galaxie Volume 3, tout ça, ils ont des très bons effets visuels, mais c'est quoi, moi je vais tenter, je vais dire Godzilla Minus One. Ouais, j'aurais dit pareil, mais là j'ai envie de défendre un peu ma crèche, donc je dis Guardians. Bah, tu sais quoi, c'est possible. En vrai, c'est chiant parce que ces trucs-là, ils peuvent le donner. Franchement, il y en a. Bon, Napoléon, j'y crois pas, mais les 4 autres, franchement, ils peuvent les donner largement, je pense. Ouais. 4 autres. Bon, moi, je pense que je vais tenter de dire Godzilla Minus One. Moi, je tente le Guardians. Deuxième divergence. Ensuite, meilleur son. Alors, meilleur son, c'est les bruits qu'on entend dans le film, plutôt le montage son, le mixage son. C'est pas les musiques, par exemple, la chanson de Billie Eilish ou des trucs comme ça, tu vois, ou la de Ludwig Göransson. Du coup, c'est l'ambiance, quoi. C'est ça. On a The Creator, Maestro, Mission Impossible Dead Reckoning, Oppenheimer et La Zone d'intérêt. Alors là, pour moi, le meilleur travail du son, c'est clairement La Zone d'intérêt. Faut être honnête, je pense. Mais les Oscars, est-ce qu'ils vont le donner à la Zone d'intérêt? Je ne sais pas. Bah moi, j'ai mis Oppenheimer, tu vois. Même si je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça que je me dis. Parce qu'en plus, Oppenheimer a quand même aussi un vrai travail sur le son. Je suis d'accord, mais bon, pour moi, le meilleur, c'est La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt se eux, beaucoup sur ça. Je pense que c'est possible qu'ils donnent à Oppenheimer. Et tu sais quoi, je vais te suivre, je vais dire Oppenheimer, je pense qu'ils vont donner à Oppenheimer, alors que moi, j'aurais donné La Zone d'intérêt, mais bon. Ensuite, meilleur montage, on a Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Poor Things. Tu vois qui, Ista? Écoute, moi j'ai mis aussi Oppenheimer là. Ouais. Mais je me dis qu'Anatomie d'une chute pourrait peut-être le choper. Bah, il y a un vrai travail de montage dans Anatomie d'une chute, mais je pense que les Oscars ils s'en foutent. Et je pense que Oppenheimer va gagner. Je pense clairement qu'Oppenheimer va gagner meilleur montage, je le sens bien pour eux. Donc, parce qu'il y a un travail aussi sur le montage au niveau du. Ça revient dans le passé, ça repart dans le futur et machin. Donc oui. Ouais, je pense qu'ils aiment bien ça, les Oscars, pour le coup. Ensuite, meilleure photographie. Alors là, on a Le Comte, ou El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer et Pauvre Créature. Pour moi, les Oscars vont le donner soit à Oppenheimer, soit à Pauvre Créature. Mais, moi j'ai mis Poor Things, moi. T'as dit quoi? T'as mis? J'ai mis Poor Things, moi. J'ai mis Pauvre Créature. Ah putain, ça me fait chier parce que je sais qu'il va repartir avec des trucs, mais je sais pas quoi pour Things. Parce que je pense qu'Oppenheimer est le favori, il va repartir avec plus de trucs, mais ils sont capables de mettre genre meilleur montage pour Things et enfin bref, là c'est chaud. Mais moi je vais rester sur Oppenheimer. Ouais. Je vais dire qu'Oppenheimer va gagner. Je pense qu'ils vont donner tout à Oppenheimer quasiment, je pense. Ensuite, on a meilleur maquillage et coiffure, on a Golda, Le Cercle des Neiges, Maestro, Oppenheimer et Pauvre Créature. Pour moi, il n'y a pas photo. Je pense que ça va être Pauvre Créature qui va gagner. Que j'ai mis aussi, ouais.
pense, le travail sur le personnage de Willem Dafoe, par exemple, ou ce genre de choses. Enfin, je pense que oui, il va gagner haut la main, quoi. Ensuite, on a meilleur costume. On a Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Ah là là, je pense que Barbie va repartir avec un de ces trucs-là. Tu vois, par exemple, ça m'étonnerait pas. Maintenant, les costumes, je pense pas qu'Oppenheimer va l'avoir. Pour moi, ça joue entre Poor Things et Barbie. Les costumes. Moi, j'ai mis Pauvre créature encore. Moi, je vais dire Barbie. Je pense que Barbie va gagner meilleur costume. Ouais, pour qu'il ait un petit truc, oui. Je pense qu'il va avoir au moins ce truc-là. Ensuite, meilleur décor et direction artistique, on retrouve Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Tu vois qui gagner, toi, Ista? J'ai encore mis Pauvre créature. Parce que quand tu parles de décor, c'est ce que je vois dans ma tête, c'est vraiment tous les décors et tout. Moi je pense aussi. Après, Killers of the Flower Moon, il y a un vrai travail de reconstitution aussi qui est pas mal. Mais je sens qu'il va se faire snobber total, moi. Pareil. Killers of the Flower Moon, je pense qu'il va rien gagner. Et je pense que ça va être soit Barbie, soit Pauvre créature. Mais comme j'ai mis meilleur costume à Barbie, je vais mettre Pauvre créature en meilleur décor. Ensuite, meilleur scénario adapté, on a American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature et La zone d'intérêt. Là, c'est tendu. C'est tendu. Moi, j'ai mis Oppenheimer. Ouais, mais c'est ça qui me fait tendu, parce que je me dis, là, ils sont capables de mettre American Fiction. Oui, parce que pour le récompense, Barbie, j'y crois pas du tout. Oppenheimer aussi, c'est possible. La zone d'intérêt, j'y crois pas. Mais Poor Things aussi, c'est possible, en vrai. C'est quoi, je vais mettre Poor Things, mon meilleur scénario adapté. Je pense que Poor Things va remporter meilleur scénario adapté. Ensuite, meilleur scénario original, on a Anatomie d'une chute, Winter Break, Maestro, May-December et Past Lives. Bon, là, ça va être Anatomie d'une chute, il gagne à chaque fois dans toutes les cérémonies. Allez, vive Anatomie d'une chute, voilà. Là, je pense qu'elle va repartir avec son prix avec Arthur Harari. Et ce sera mérité, de toute façon, je pense que c'est le meilleur scénario quand même de cette liste. Ensuite, on a meilleure actrice dans un second rôle, on a Emily Blunt pour Oppenheimer, Danielle Brooks pour La couleur pourpre, America Ferrara pour Barbie, Jodie Foster pour Niad et Davin Joy Randolph pour Winter Break, The Holdovers. J'ai pas vu Niad, mais je pense pas que ça va gagner. J'ai pas vu La couleur pourpre non plus, et je pense pas que ça va gagner. Là, vu tout ce qu'on suit, c'est tout le temps David J. Randolph qui les gagne tous. C'est ça, ouais. Donc, je vois pas quelqu'un d'autre, en fait. Oui. Et puis, elle a une bonne performance, pour le coup. Voilà. Moi, Billy Blunt, par exemple, je trouve... c'est une bonne actrice, hein, mais son rôle, je suis pas très fan. La couleur pourpre, j'ai pas vu, mais bon, ça m'intéresse pas. De toute façon, je verrai sûrement avant la cérémonie, mais voilà, je pense vraiment que ça va être elle. Là, pour moi, moi aussi, pareil, il y a pas photo, quoi. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle. Bon, il n'y a pas photo là non plus. Sterling K. Brown pour American Fiction, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Ryan Gosling pour Barbie et Mark Ruffalo pour Poor Things. Donc plutôt dans la plupart des bonnes performances. Hein, mais voilà, Robert Downey Jr. fait que gagner. Voilà, comme David J. Randolph, c'est lui tout le temps. Donc oui, ça. Bon. Je vois pas pourquoi il changerait. Je vois pas Ryan Gosling voler l'Oscar là à la fin. Genre, j'y crois pas. Ensuite, meilleure actrice, on a Annette Bening pour Niad, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute, Carey Mulligan pour Maestro et Emma Stone pour Pauvre créature. Et là, c'est plus tendu. Là, il y a match. Ouais, il y a match. Là, il y a match. Il y a match parce que Emma Stone, c'est celle qui a le plus gagné durant à peu près toutes les cérémonies. Hein. Mais pas tout le temps. Pas tout, c'est ça qui est difficile, c'est que Lily Gladstone, elle a gagné aux Golden Globes aussi. Et la dernière cérémonie, je crois que c'était pas au BAFTA, c'était au SAG. Sagoran, elle a gagné. Donc c'est vraiment une des concurrentes. Pour moi, ça se joue entre eux deux. Ouais. Mais il y a des gens qui croient à Sandra Hüller, tu vois. Il y a des gens qui y croient. Oui, crois pas. J'allais dire, il peut y avoir un côté outsider avec Sandra Hüller. Ouais. Donc là, pour moi, là, il y a un pari. Toi, tu mettrais qui, Stal? Moi, j'ai mis Lily Gladstone. Putain. C'est trop dur, franchement. Là, pour moi, c'est peut-être le plus dur, je pense, parce que là, il y a vraiment une concu. Mais je vais te rejoindre. Je pense que Lily Gladstone va l'avoir. Même si Emma Stone a tout raflé, je pense que Lily Gladstone va l'avoir. J'y crois, en tout cas. Ensuite, en meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro, Colman Domingo pour Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Ton vote va pour qui, Ista? Moi, c'est Cillian Murphy, même s'il peut y avoir Paul Giamatti, parce qu'il a gagné plusieurs fois. Non, une fois, je sais plus, mais quelques fois, mais bon, je pense il a gagné aux Golden Globes, comme Cillian Murphy, et c'était
la cérémonie après les Golden Globes, mais je sais plus quoi, où là il a gagné devant Cillian Murphy, mais après toutes les autres fois c'était Cillian Murphy pour le coup. Hein. Ouais, je pense quand même que ça va être. Moi je pense que ça va être Cillian Murphy aussi, voilà. De toute façon je l'avais annoncé dès que j'avais fait Oppenheimer. il y a des mois qu'il allait l'avoir et je pense qu'il l'aura. Ensuite, meilleur réalisateur, on a Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Yorgos Lanthimos pour Poor Things et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Pour moi, le grand favori, c'est Nolan. Je pense que Nolan va l'avoir, donc je vote Nolan. Mais on est peut-être que Yorgos Lanthimos pourrait l'avoir, mais j'y crois moins que Nolan, donc je vais dire Nolan. J'ai mis Nolan aussi. Ça me semble être le plus, voilà, le favori, il gagne à chaque fois. Donc bon. Ouais. Il avait eu 4-5 nominations avant, hein, d'ailleurs. Comme si Justine Triet, comme c'est la seule femme de la sélection, peut-être que... Peut-être. Moi, je pense qu'ils vont nous donner scénario et c'est tout. De toute façon, Ouais. mais... Alors, ce serait super, hein, mais je n'y crois pas. Rendez-vous dimanche. En meilleur film, voilà. Donc, on a les 10 films en compète. Du coup, American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Pauvre créature et La Zone d'intérêt. Pour moi, voilà, Oppenheimer va repartir avec le plus de récompenses et va logiquement partir avec meilleur film. À moins d'un revirement de situation de dernière minute, comme ils aiment bien faire des fois les Oscars. On se souvient de Coda, par exemple. Bah, moi, c'est pour ça que je parie. Bon, tu vas me dire t'es fou et tout, mais j'ai envie de parier sur Anatomie d'une chute. J'ai envie de faire un petit jeu. Ok. Parce que je me dis, comme il n'est pas dans film étranger, qu'ils peuvent pas le récompenser pour ça, peut-être qu'ils vont le donner dans meilleur film. Mais en vrai, ça peut faire une Parasite, hein, tu vois. Genre en mode, elle gagne meilleur réal, meilleur scénario, meilleur film, meilleure actrice et tout. Ça peut faire une Parasite où on s'y attend pas. Mais en fait, oui, mais je crois pas que les Oscars vont faire ça, tu vois. Mais Ouais. Parasite, je m'y attendais pas, tu vois. Mais après, Ah vas-y, oui. c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver tout le temps. C'est ça le truc aussi. Mais ça peut arriver. Ça peut, bah, évidemment. Et puis ce serait pas immérité hein, pour Anatomie Bah d'une ouais. chute. Hein. Donc, mais moi, je vous garde pour Oppenheimer. Voilà, je Parce que, sécure. ouais, je vois. Parce que moi, je suis pratiquement sûr que ce sera Oppenheimer et aussi, mais j'ai envie de parier sur Anatomie d'une chute. Voilà. Bon, bah voilà, ça clôt nos pronostics pour les Oscars. Du coup, voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si on a eu bon ou pas. Je suis assez confiant sur à peu près bien la moitié, bien les 2/3 de mes pronos. Mais bon, il y a un tiers, c'est toujours c'est toujours dur de savoir. Et bah, on va s'attaquer aux actualités. On va s'envoler à Cannes, puisque le prochain festival de Cannes, du coup, Xavier Dolan a été nommé président du jury de Un certain regard pour le 77e festival de Cannes. Et donc la sélection sera annoncée du coup le 11 avril d'ici un mois. Xavier Dolan qui a déjà gagné 2-3 fois hein, au festival de Cannes, il avait gagné le Grand Prix et le prix du jury, il a jamais eu la palme pour le coup. Un certain regard, voilà, c'est une catégorie où c'est un des films un peu plus décalés qui rentreraient pas dans la catégorie compétition. Pour le coup, voilà, les fans de Nolan, voilà, je l'ai C'est fait. pas le même. Les fans de Dolan seront contents. Moi, Dolan, je trouve que c'est un réalisateur intéressant. Voilà, il a fait, mais c'est un peu le 1 sur 2 pour moi. Voilà, il y a un film, c'est très bien, un film, c'est pas très bien. Voilà. Mais ouais, ça m'étonne pas. Voilà, c'est un des chouchous de là-bas, donc ça m'étonne pas du tout. Donc là, oui, c'est pas le président de. Non, du jury. Sélection officielle, quoi, du Non. jury, tout ça. Non, Donc pour l'instant, on c'est ne sait juste pas. un certain regard. Non, mais ça arrive, t'inquiète. Ensuite, on a Damien Chazelle qui s'est exprimé récemment et qui a dit qu'il travaillait sur son prochain scénario, mais qu'il n'était pas sûr que son prochain film soit fait après que Babylone était un gros flop et il a peur de pas pouvoir se faire financer ou de galérer à trouver des financements puisque Babylone a été un échec cuisant. Il avait coûté plus de 100 millions, hein, je crois, Babylone 1. Ouais, il a coûté assez cher, ouais. Bah, tu vois déjà les Et stars qu'il y a du dedans. coup, et il s'est tout. pas du tout remboursé. C'était un gros flop, surtout aux États-Unis. En France, il a plutôt bien marché. Mais du coup, voilà, à Hollywood, voilà, tu payes directement les films qui sont pas, voilà, très bien au box-office. Ouais. Pour se faire financer un prochain film, c'est compliqué. Mais même les fans de Chazelle, je pense qu'il faut, ceux qui sont pas fans de Chazelle, voilà, faut être honnête. Voilà, on a un mec qui a une vision, c'est un auteur quand même. T'as quand même envie que ces films soient financés, hein, donc Ouais. donc ouais, je suis Et assez. puis on parle quand même d'un. Bon, il a pas gagné l'Oscar du meilleur film, mais on parle quand même du mec qui a fait La La Land, que tout le monde en a parlé et tout, en 2018, je crois que c'était. Ouais. Enfin, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Ouais. Ah ouais, mais c'est la loi d'Hollywood, parce que
First Man, c'était pas un carton de fou non plus. C'était déjà pas fou comme box-office. Et là, Babylone, il a coûté tellement cher. La promo, voilà, elle était assez folle aussi. Et le film, il a tellement pas rapporté que c'est possible qu'il galère, quoi. Mais bon. Et je pense j'espère qu'il va pas se tourner vers les plateformes. Donc, Ah ouais, ce serait chiant. S'il fait un film. bah, si, le problème, c'est que s'il ne peut pas être financé. Après, il peut peut-être se tourner vers Apple, vu qu'ils font des sorties salles, donc peut-être. C'est vrai. Mais ouais, ce serait chiant. Moi, j'ai pas envie qu'il se tourne vers les plateformes. Le petit Damien. Même si ses derniers films, je les trouve moins bons que ses premiers. Bon, voilà. J'ai encore moins envie qu'il fasse des films. Après, moi, j'ai beaucoup aimé Babylone. Je l'avais mis dans mon top de l'année. Ouais. Donc, mais je crois que même qu'on l'avait mis dans notre top commun, Babylone, quand même. Oui, moi, il était pas dans mon top 10. J'aime bien, Ouais. mais je trouve qu'il y avait des problèmes. Mais oui, j'aime bien. Mais c'est juste que voilà, par rapport à La La Land, Whiplash, je trouve que c'est moins bon. Mais Ouais, ok. ça n'empêche que j'ai quand même envie qu'il fasse des films. Ah ouais, non, ce serait dommage, quoi. On espère qu'il va trouver des financements pour ses prochains projets. Ensuite, Francis Ford Coppola, son prochain et dernier film, du coup le réalisateur de Le Parrain, de Dracula, va sortir son prochain film cette année, Megalopolis. Hein. C'est un film qu'il a galéré à financer, qu'il a financé de ses propres fonds, hein, et qui coûte plus de 100 millions, je crois, de dollars. Enfin, c'est une grosse sortie. Il a une sortie IMAX, assez majeure, qui devrait sortir du coup en automne. Du coup, il a réservé pas mal de salles IMAX, donc ça veut dire quand même que le distributeur du film compte pas mal sur le film, pour le coup. Bah ouais, hein. Et ça va être un gros film. Un gros film, quoi. Donc potentiellement, et moi je suis content parce que Coppola, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film, plus de 10 ans, 15 ans même, qu'il n'a pas fait de film, et là c'est son dernier film, peut-être un dernier chef-d'œuvre avant de partir. Ce serait bien, voilà, Ce serait beau. partir en beauté. Ouais, c'est tout un projet d'une vie. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'ils veulent faire ce truc-là. Donc, ouais, et puis là, ça a l'air d'être vraiment un gros film et tout. On parle de sortie IMAX. Donc, film à gros budget, film qui va toucher un gros public. Visuellement, je pense que ça peut être assez fou. Donc, j'attends de voir, mais je suis très curieux de voir les premiers trailers. Pareil. Ensuite, on va parler de Matthew Vaughn, parce que tu adores quand on parle de Matthew Vaughn. Ah là là, j'en peux plus là. Alors, on a eu des infos sur sa fameuse trilogie dont tu nous avais parlé. Donc, on n'avait pas tout compris. On trouvait ça un peu flou. Et donc, bon, ça s'est clarifié. En gros, il y a une trilogie qui va commencer avec un film qui s'appelle School Fight, qui est le premier film de la trilogie. De trilogie qui casse, hein. C'est la trilogie qui se passe dans l'univers de Kick-Ass. Voilà, c'est une nouvelle trilogie dans l'univers de Kick-Ass. Donc, le premier film s'appelle School Fight. Donc, en gros, c'est des ados qui se battent dans une école. Et c'est réalisé par Damien Walters. Et donc ce n'est pas réalisé par Matthew Vaughn, c'est produit par Matthew Vaughn et par sa boîte de prod, donc c'est Marv. Et en fait, c'est réalisé par un ancien cascadeur, en fait. Et en fait, ce film-là, il a même déjà fini de tourner. Il y a même eu des images qui ont été montrées au London Action Film Festival en 2022. Mais pour l'instant, le film n'est pas sorti. En deuxième, il y a un film donc, on n'avait pas eu le nom, et là on a eu le nom. Ça s'appelle The Stuntman, donc le cascadeur. Et donc ça se parlera d'une story de deux frères qui deviennent des cascadeurs. Et les deux frères seraient joués, d'après ce que j'ai entendu, même je crois que lui il l'avait dit, c'est Chris Hemsworth et Sam Rockwell. Donc ça, c'est le deuxième film, et donc il sortirait... en tout cas, il aurait une diffusion pour la première fois au TIFF, donc il me semble que c'est le festival de Toronto, du film fantastique à Toronto, ou à Sundance en 2025. Et ensuite, le troisième film, c'est le fameux Kick-Ass, le reboot de Kick-Ass. Voilà. Ouais, c'est un joyeux bordel tout ça. J'espère qu'il sait ce qu'il fait, le poteau, parce que là, il a l'air d'être à fond dans les univers partagés. Après Kick-Ass, Kingsman, Argyle, voilà. Bon, écoute, moi, j'en peux plus. déjà, je suis fatigué. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que The Stuntman, il est en train d'être tourné en ce moment, et aussi par Damien Walters, donc, le fameux cascadeur qui devient réalisateur. C'est la mode depuis John Wick. Ouais, parce que j'allais dire, oui, ça me fait penser à Chad Stahelski, là. Parce c'est pareil, lui, c'était un cascadeur avant. Ouais, c'est ça. Peut-être, du coup, les chorés seront pas mal. Mais après, bon, faut savoir si c'est les filmer. Ça, c'est autre chose. Ensuite, on va du côté de A24, puisqu'on a notre film Maxine préféré, du coup, de Ty West. Du coup, le troisième film de sa trilogie, mais qui serait potentiellement pas forcément une trilogie, puisque potentiellement il veut faire d'autres films. Du coup, on a eu X, et on a eu Pearl, qui est un préquel à X, et du coup, Maxine, c'est la suite de X, où Maya Goth, du coup, reprend son rôle qu'elle avait déjà pris dans X de Maxine. Et donc voilà, le film devrait sortir le 5 juillet aux États-Unis. Donc nous, en France, on n'a pas encore de date de sortie. On sait qu'avec A24, on n'a pas toujours des films, on n'a pas toujours les films. Donc voilà, j'espère qu'on l'aura cette année.
Heureusement, on a Civil War, mais là, le film, il a quand même un gros casting, hein. Elisabeth Debicki, Michel Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito, là, vraiment, ils ont mis tout le budget, là, à 24 à bien budgéter le film. Donc, j'espère que le film va avoir vraiment une release en France, même si à 24 ils sont assez durs au niveau de la distribution, parce que moi j'ai envie de le voir sur grand écran, Maxime, moi je suis très hypé. Et voilà, quoi. Moi, c'est un des films que j'attends le plus, je pense, cette année, hein, franchement. Ouais, pareil, j'aimerais bien le voir. Et ce qui, moi, me rassure aussi, c'est que celui-là, il est aussi co-scénarisé par Miyagot, qui avait co-scénarisé Pearl, alors qu'elle n'avait pas écrit sur X. C'est ça, ouais. Pearl, Elle est devenue productrice même. Ouais, voilà. Et moi, je trouvais que Pearl, je le trouve meilleur que X, personnellement. Ouais. Et donc, j'ai très envie de voir Maxine aussi. Si c'est le retour de ce duo à l'écriture et tout, j'ai très envie de le voir. Et j'espère qu'on va l'avoir en même temps que des États-Unis et qu'on ne doit pas attendre un an pour le voir, quoi. Ouais. En tout cas, c'est ça. Je veux pas le voir sur ma télé. Enfin, je veux le voir au ciné, quoi. Et parce que Pearl n'est pas sorti au cinéma. C'est ça. Et X, il est sorti un an après, quoi. Donc, ouais, super. Ensuite, alors on parlait des Oscars tout à l'heure, et bien on va parler des vainqueurs des Oscars de l'année dernière. Donc c'est les Daniels, donc Daniel Scheinert, je sais pas le dire. Je sais pas. Donc qui avait gagné pour Everything Everywhere All at Once. Et donc voilà, on apprend qu'ils vont être de retour bientôt. Ils vont faire un film chez Universal et qui va sortir le 12 juin 2026. Ouais, déjà une date de sortie, donc ils sont confiants, Universal, mais du coup voilà, ils se sont fait recruter par un gros studio, et voilà, il est marketé vraiment comme le prochain film des Daniels, donc c'est un peu devenu une marque, les Daniels, de toute façon ils ont gagné réalisateur, meilleur film, tout ça, donc voilà, ils sont un peu mis en avant, et ouais, pourquoi pas, ils vont être attendus au tournant, puisque Everything Everywhere All at Once a été beaucoup aimé, et très vu, donc voilà, faut voir après dans quoi ils se lancent. Est-ce qu'ils vont continuer des délires d'action SF, ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose, à voir. Bonne question. Mais normalement on va aller voir cette année sur du Star Wars, mais voilà. Oui, mais c'est sur le petit écran là. Sur le petit écran, effectivement. Mais ouais, donc 2026 pour le retour des Daniels. Ensuite, alors on a une rumeur sur le fameux film de Jurassic World dont vous avez parlé, qui sera réalisé par Gareth Edwards. Et donc, ça parlait pour l'instant d'un Jurassic World, mais le titre serait Jurassic City, la cité du Jurassic. Attention, après le parc, après le World, on a City. Donc ce serait dans une ville peut-être. Putain, je sais pas. Ouais. Est-ce que ce serait la fin de Jurassic Park 2? Non, mais je sais pas. À chaque fois, je pense que ça va être dans... Mais est-ce qu'ils vont refaire un parc et tout? Je sais pas. Est-ce que ça va se passer dans une ville? Je sais pas. Ils vont faire comme New York 97, là. Oh, avec des... Ouais, d'accord. Avec des grilles tout autour d'une ville, et puis t'as des dinosaures dans la ville. D'accord, bon je sais pas. Est-ce qu'ils vont débarquer plutôt dans les villes et tout, alors que c'est un truc qui nous est teasé depuis tellement longtemps. C'est ce truc-là de dinosaures qui débarquent dans la ville. On se souvient à la fin de Jurassic World 2 qui disait enfin les animaux sont lâchés dans la ville, et après tu vas dans Jurassic World 3 et non. Non, ils sont il y pas avait vraiment même lâchés. une vidéo sur YouTube là qui était un genre de préquel au 3, court-métrage, et qui te vendait ça, hein, clairement. Et puis en fait non, c'est pas du tout ça le film, c'est l'histoire d'insectes là. Et qui vont peut-être faire ça, parce que en vrai, je suis pas du tout hypé par le projet, mais s'il vous plaît, arrêtez de les mettre dans des parcs et tout, de refaire la même formule. C'est bon, on n'en peut plus, quoi. Ouais. Mais très curieux de voir juste les effets visuels, parce que c'est Gareth Edwards. Le film va se faire vite, hein, ils disent qu'ils vont le tourner très vite là, donc on verra s'il arrivera à sortir quelque chose de sympa quand même, l'ami Gareth. Ensuite, on va chez Lionsgate, où on a appris qu'il y a encore... Alors, vous savez qu'on avait adoré The Continental, bien sûr. Je crois pas, non. Il y aura une nouvelle série spin-off à John Wick. C'est ça. Donc on est très contents. Et en parlant de John Wick, il y a aussi le réalisateur, donc Chas Stahelski, qui a fait tous les John Wick, hein, qui a signé un contrat avec Lionsgate pour faire des films d'action originales. C'est ça, parce qu'il veut... Mais juste pour revenir sur la série et les prochains films, je crois que Chas Stahelski va être beaucoup plus derrière l'univers John Wick, comme on l'a vu avec Ballerina, où là il s'occupe de faire les reshoots et tout. Il me semble que la série elle sera vraiment supervisée par Chas Stahelski aussi, et ceux qui ont fait les films. Donc ce sera... Oui, parce que Continental, je crois qu'il
il était pas du tout derrière, il me semble. Hein. Non, mais il y a l'acteur Ian McShane, tu sais, qui joue le dirigeant du Continental, qui disait que c'était un cash grab, quoi, la série, et que c'était pas du tout pensé par eux, vraiment, quoi. C'était vraiment juste pour faire de l'argent, et que là, pour le coup, ils seraient vraiment plus derrière le projet. Donc là, potentiellement, ça serait mieux. Enfin, de toute façon, ça peut pas être pire. Ouais, donc il devient un peu l'architecte de l'univers John Wick, comme Feige est l'architecte de Marvel, ou comme... Après, Chaz Zaleski, il l'a toujours été pour les films, mais là, du coup, ce serait pour un truc bien plus étendu. Oui, mais là, c'est même les séries, tout ça, ça va plus loin, quoi. Ensuite, on aurait pu mettre cette info dans l'info What the fuck, mais alors on aurait un remake de Twilight, Ista. Et oui, Twilight, la série qui a fait découvrir Robert Pattinson et Kristen Stewart au grand public. Mais ça, on est au courant. Et bah ouais, mais le remake, c'est une série d'animation, Ista. Quoi? Mais comment ça? Et bah ouais, me fais pas genre tu sais pas alors qu'on l'a noté. Mais ouais, bah du coup ils vont faire un remake de Twilight en série d'animation, ce qui est le truc le plus bizarre que j'ai entendu. Parce que bah déjà Twilight, bon, c'est pas le meilleur truc du monde. Mais surtout c'est extrêmement chelou comme news. Genre ok ils ont réfléchi le truc pour se faire une série d'animation, peut-être je sais pas avec l'essor des séries d'animation qui commencent à être, je trouve auprès du grand public beaucoup plus plébiscité, même les films d'animation et tout. Bah je sais pas, je me dis là ils ont vraiment envie de le mettre en animation et je sais pas ce que l'animation va rajouter. Mais après de toute façon, je dis ça comme tu sais j'ai des arguments de merde. Je commence à parler comme un mec qui aime pas l'animation. Ouais mais pourquoi on ferait un truc en animation? Non, tu vois, tu peux faire un truc en animation sans qu'il y ait vraiment de style, de besoin d'avoir un univers ou quoi. Tu peux juste avoir un style d'animation réaliste ou quoi. Enfin bref, on s'en fout, là je m'écarte du sujet. Oui. Mais je vois vraiment pas pourquoi ils réfléchissent à faire Twilight en série d'animation. Bah peut-être qu'ils ont revu les séries des années 90, genre la série Beetlejuice, la série The Mask, la série Godzilla. Non mais après, quel rapport avec Twilight? Série Jumanji. Non, bah parce que c'était toutes des séries dérivées de films, tu vois. Mais mais là, chaud quand même. On revient à l'époque. Et là, c'est pas une dérivée, c'est un remake hein, pour le coup. Hein. Oui, là, c'est ça en fait. Oui, parce que les autres, ça racontait autre chose que le film. Mais là, ça va raconter la même chose que le film. C'est vrai que c'est étonnant. Après, au moins, ça peut donner des scènes d'action sympas avec les loups-garous, tout ça. Donc, ça peut pas être pire que les films. Pas dégueu, quoi. Ouais, voilà. Mais après, tu vois, on avait les remakes en série là, avec Harry Potter, mais du coup, un remake d'une série d'animation. Bon, bah écoute. C'est vrai que c'est nouveau. J'ai hâte de voir les premières images. Bah pareil. Je suis un peu curieux en vrai quand même. Après, est-ce qu'ils vont faire un genre de... Bon, je sais que c'est pas un genre, mais un genre de shoujo, tu vois. Ah, tu veux dire un truc de romance Ouais. Okay. Ouais, bon, je sais pas. je sais pas. Mais bon, il va y avoir des vampires et des loups-garous qui se battent avec de la bonne animation. Moi, ça peut me plaire. Hein. Ouais, je pense pas que ça va être dans le ton que tu penses. Mais ok. On va maintenant chez Paramount. Et chez Paramount, eh bien, on a la date de la suite de Teenage Mutant Ninja Turtles Ninja Mayhem. J'ai dit un peu trop vite. Il s'appelait chez nous Ninja Turtle Teenage Years. Et donc, on a sa date de sortie. Donc, il va sortir le 9 octobre 2026 au cinéma. Donc, de ce que je comprends, cette année, il va y avoir la saison 1 de la série qui s'appelle Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, il me semble. Et je pense qu'il va y avoir saison 1 et saison 2 2025 et la suite au cinéma, ensuite le 2 au cinéma en 2026. Je pense qu'ils vont faire ça. Ouais. Bah après, ils prennent le temps de le faire le film, voilà, hein, parce que je pense que ça prend un peu du temps quand même, ce genre de film d'animation. 3 ans après la sortie du premier, ça semble cohérent. En plus, vu le teaser de la fin du premier, voilà, je pense que les fans l'attendent quand même la suite. Ouais, bah, bon, moi, j'avais pas trop kiffé le premier sans plus, donc voilà, je verrai. Peut-être que le 2, ça va se calmer sur les refs et les trucs. Mais voilà. Mais après, je pense qu'ils vont reprendre le style d'animation parce que la série reprend pas le style d'animation du film. Elle a un truc 2D. Enfin, un autre style. Ouais, l'animation 2D, ouais. Voilà. Et donc voilà. Et je pense que ça va être dans la lignée du premier à la Spider-Verse. Et écoute, pourquoi pas si les fans sont contents. Et donc on a appris aussi que donc, le réalisateur de ce film, donc, qui est Jeff Rowe, qui avait aussi réalisé Les Mitchell contre les machines, a signé un contrat de plusieurs années avec Paramount Animation pour développer d'autres projets pour le studio. Voilà, c'est un peu comme Chad Stahelski sur John Wick, mais là c'est Jeff Rowe sur l'animation chez Paramount. Ok. Et du coup toi, tu penses que ça va donner un truc bien? Bah moi j'aime plutôt bien ce que fait Jeff Rowe, donc ouais, à voir ce qu'il fait. Après, on sait pas ce qu'il va faire, donc je connais pas assez le mec non plus, savoir qu'est-ce qu'il est fan de s'il va essayer de faire des autres franchises ou quoi, je sais pas, mais tu me dirais, il pourrait faire un dessin animé Sonic, ça pourrait être cool. Il y a vraiment ce running gag de fan de Sonic.
Enfin bref, alors qu'il n'y a pas eu un bon jeu depuis 20 ans. Voilà, je vais me faire attaquer par les fans de Sonic. Je rigole. Non, mais tous les fans de Sonic sont conscients qu'il n'y a pas de bon jeu depuis Sonic Adventure 2. Oh non, les fans de Sonic, ils défendent des trucs, des fois. Non, Sonic Mania, c'était très bien. Voilà. Ah oui, Sonic Mania, c'était très bien. On va faire un petit tour du côté des plateformes. Et on va vous parler de Lord of the Rings, Rings of Power. Et oui, la série, puisque ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu trop de news. Mais apparemment... la saison 2, du coup, devrait sortir cette année sur Prime Video et ils ont déjà commencé à taffer sur la saison 3 pour, je pense, l'année d'après. Je pense que la série va pas sortir maintenant ou même au printemps. Je pense que ça sortira plus l'été. Je le sens mieux l'été. Comme la première série. Oui, moi, j'avais pas aimé vraiment la première saison. Voilà, sans trop dire. Je trouvais ça un peu ennuyeux et pas très bien écrit. La saison 2, apparemment, ils ont viré des scénaristes. Je sais plus quoi. Tu sais, ils travaillaient sans scénariste. Tu sais, ils avaient sans tourné, showrunner. Sans showrunner, c'est ça. Donc c'est vraiment casse-gueule comme truc à faire. À voir, mais je suis pas très hypé. Je pense que je la regarderai parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux, mais il va falloir qu'il remonte la pente pour qu'il m'intéresse vraiment. Mais... C'est ça, ouais. Après, on verra. Désolé, Cyril. Mais ouais, on verra. Enfin, Après, ils ont l'air confiants, quoi. Ils sont déjà en train d'écrire la saison 3. Ce qu'il y avait dans la news, j'ai oublié de le noter dans le conducteur, mais ça parlait du fait qu'ils ont signé un deal de 3 ans, je crois, avec les créateurs de la série. Ouais. Prime Video. Donc, je pense qu'ils vont pas s'arrêter à la saison 3 non plus. Donc, j'ai l'impression que Prime Video est confiant. Après, j'espère qu'ils écoutent les critiques, quoi. C'est surtout ça, et qu'ils essayent de relever. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit qu'ils avaient écouté les critiques de la première saison et tout, mais bon... C'est peut-être du violon, hein. C'est peut-être de la flûte. C'est ça. Ça, on sait jamais avec ça, mais ouais, à voir, quoi. C'est quand même que la saison 1, elle avait bien démarré, mais elle avait quand même un peu chuté en audience. Donc c'est quand même étonnant qu'ils sont aussi confiants, quoi. Bon, après, Amazon Prime, ils dépensent sans compter. Hein. je pense que... Ouais, mais je pense vraiment que House of Dragon leur faisait mal en parallèle à l'époque. Ça... Peut-être qu'ils vont essayer, là, ils vont pas le sortir en même temps, donc peut-être ça va leur faire plus de bien aussi. Alors, chez Apple, on a appris qu'ils vont faire une adaptation de la nouvelle qui s'appelle Neuromancer, qui est écrite par William Gibson et qui est donc un roman de science-fiction et de cyberpunk. Ça sera adapté en une série de 10 épisodes. Donc voilà, le retour du cyberpunk à la télévision. Dans la pop culture. Après Cyberpunk 2077 et Blade Runner 2049, on en voit de plus en plus de ce genre de projet. Ouais, écoute, apparemment c'est un pilier de la science-fiction littéraire. Voilà, je crois que ça a inspiré beaucoup Ghost in the Shell, notamment. Je crois que c'était ça l'inspiration de Ghost in the Shell. Donc voilà, à voir. Moi j'aime bien le cyberpunk. Donc écoute, pareil. pourquoi pas, parce qu'on n'en a pas tellement non plus, même si on a eu Cyberpunk, le jeu 77 et Blade Runner 2049 en très peu de temps. Mais en vrai, on n'en a pas tant que ça, en général, au ciné. Et ouais, moi je suis pour avoir des séries dessus. Si c'est bien fait, évidemment, voilà. Ouais, on peut espérer un peu comme c'est chez Apple, quoi, que ça peut être bien fait, quoi. Yes. Ensuite, chez Netflix, on va retrouver notre ami de toujours, Zack Snyder, qui, apparemment, pour son film Rebel Moon, enfin, ces 2 films, la Director's Cut de Rebel Moon, partie 1 et partie 2, devrait durer 6 heures au total et devrait sortir cet été. Donc, c'est pas précisé si c'est les 2 cuts, enfin, on aura... partie 1 Director's Cut, partie 2 Director's Cut, ou si les 2 seront liés et ça fera un film directement de 6 heures. Moi, je comprends ça, parce qu'ils disent les cuts dans les articles. C'est ce que je me dis, mais je sais pas s'ils feront une version avec les 2 et tout, mais en tout cas, la Director's Cut des 2 fera 6 heures au total, pour un seul film, et sortira cet été. Ce sera sûrement un peu mieux que la version de base, mais bon, faire du marketing sur les Director's Cut et tout, enfin c'est bon, quoi. Enfin moi ça me saoule et je sais pas si je la regarderai, quoi. Je sais pas si je me motiverai à regarder ça, hein. Parce que moi on n'a pas du tout aimé la partie de Rebel Moon. La partie dont on va la voir, je sais pas. On du va tout se la si taper, ça bien. c'est sûr. Ouais. Mais bon, ça me donnera pas trop envie de regarder les 6 heures de tout. Mais après, moi, j'ai limite envie de regarder Napoléon, les 4 ans de Napoléon de Ridley Scott. Donc bon, peut-être je me motiverai pour ça aussi. Donc, faudra voir. Bah ouais, parce que ça va être compliqué. Même la partie 1, là, j'ai pas l'impression qu'il manque non plus quelque chose pour qu'on soit vraiment en mode... Tu sais, c'est pas comme BVS où tu sentais vraiment les cuts et tout. À l'époque, tu disais, ouais, mais là, il y a des problèmes. En fait, là, le problème, il est même pas tellement sur le scénario de Rebel Moon. C'est un scénario basique.
Donc bon, ouais, je suis pas sûr que ça sauve le film, moi, en tout cas. Non, je pense que le film sera toujours bon, mais comme je dis qu'il peut être un peu mieux, c'est que dans le premier film, en tout cas, il y avait un vrai problème de développement de certains personnages et de relations. Donc je me dis peut-être 3 heures, ils parleront plus ensemble, ils développeront plus les trucs, parce que là, on les connaît pas du tout quoi, dans la partie 1. Et peut-être sur l'aspect graphique, voilà, peut-être il y a des trucs qui sont un peu cutés dans les scènes d'action, et peut-être du coup, il y aurait plus de trucs graphiques que Zack Snyder aime bien faire, mais bon, les scènes d'action, je les trouve un peu pétées, je pense pas que ça va les sauver, mais qui sait. Parce que oui, je crois qu'elles seront rated dans les... C'est ça, elles sont... Non, elles sont... Bah, du coup, non. TVMA sur le coup, vu que c'était... Bah, elles sont TVMA dans la Director's Cut, mais du coup, dans la version qui est sortie... Ah bah non, oui, dans la version qui est sortie, justement, elle est pas TVMA, elle est... Bah oui, elle est PG-13. Donc, elle est PG, voilà. Ouais. Elle est PG, donc voilà, il n'y a pas de sang et tout, et il y a des moments, je sens qu'il y avait des trucs de violence plus appuyés, mais qu'on ne pouvait pas les montrer. Enfin bref, de toute façon, on parlera de la partie 2 le mois prochain, il me semble que ça sort en avril. Ensuite, on a eu des nouvelles sur la saison 3 de One Punch Man, ça fait un moment qu'on l'attend. Hein. Donc on a eu un visuel, un trailer, et on a eu aussi le studio qui va s'en occuper. Et c'est donc le studio JC Staff qui s'est déjà occupé de la saison 2. Et je suis dégoûté. Pourquoi parce que la saison 2 était nulle, était très moche. Donc je suis pas très chaud pour la saison 3 là. J'avais beaucoup aimé moi la saison 1 parce que c'était voilà, c'est une parodie de Shonen Neketsu One Punch Man, et c'est ça qui était drôle parce que moi j'en ai bouffé pas mal des Shonen Neketsu voilà, pour ceux qui savent pas, c'est genre Naruto, voilà, vous allez comprendre. Oui. Voilà, mais genre donc ça parodie un peu ces codes du genre, et le gros point fort de One Punch Man, c'était ses combats, quoi, qui étaient complètement... Enfin, l'animation des combats était folle, quoi. Était incroyable dans la saison 1, surtout, où là, je pense à un combat de fin où, voilà, Saitama, le héros, voilà, c'était que des effets de partout. Bon, et malheureusement, t'arrives à la saison 2 et c'est beaucoup moins... prenant, quoi. Et donc forcément, quand le principal attrait de ta série c'est les combats, et que les combats sont pas bien faits, c'est compliqué, quoi. Et moi la saison 2 pareil m'avait laissé vraiment sur le côté, donc la saison 3 je sais vraiment pas si je la regarderai si c'est pas bien fait, quoi. Donc là ça s'annonce pas super bien. Ouais, pour juste remettre le contexte, la saison 1 c'était Madhouse, donc il y a eu un changement de studio à partir de la saison 2 effectivement, et pourtant la saison 2 a été très décriée, et je pensais pas qu'ils allaient reprendre ce studio. Il y avait même des rumeurs qui parlaient de Mappa, qui ont duré un petit moment et tout, mais non, au final ils reprennent le studio de la saison 2. On a attendu autant de temps pour revoir le studio de la saison 2 revenir, ça fait chier. Voilà, moi je suis très énervé, ça me casse les couilles. Je pense que je ne regarderai pas cette saison 3. Voilà. On boycotte. Ensuite on part chez Warner, alors notamment chez HBO. On a eu du cast pour The Last of Us saison 2. Donc on a Dani Ramirez qui va jouer le personnage de Manny, Tati Gabriel qui va jouer le personnage de Nora, Ariella Barrère qui va jouer le personnage de Mel, et Spencer Lord qui va jouer le personnage de Owen. Et en fait, tous ces personnages-là, ça fait partie du clan du personnage de Abby. C'est les amis de Abby. Donc c'est tout le clan qui tourne autour de ce personnage-là. Donc voilà, c'est parce qu'on avait eu tous les acteurs du côté de Ellie, dans l'entourage d'Ellie, et là on a l'entourage de Abby, quoi. Dani Ramirez notamment aussi, qu'on a vu dans Falcon et Winter Soldier, il me semble que c'est le nouveau Falcon, Dani Ramirez. Donc voilà, moi j'ai hâte. Toi tu connais pas les persos, hein. Non, je ne connais personne. Voilà, du coup je te laisse en parler. Ensuite, on a appris que la saison 2 de Peacemaker et la série Waller vont sûrement même commencer leur tournage cette année. Donc ça va aller très vite au final, hein. Peacemaker saison 2, je pensais pas au début de l'année, tu vois, que ça allait commencer aussi vite. Mais parce que Waller, on s'en doutait un peu, parce que c'était un des premiers trucs qu'il avait annoncé James Gunn. Mais Peacemaker, je pensais pas, et en fait ça va arriver assez vite. Ouais, c'est ça, du coup, les deux vont être... peut-être lié, je sais pas, on verra pour le coup, mais oui, c'est vrai que c'était ça la news, c'était que les deux vont filmer cette année, du coup les deux vont sortir l'année prochaine, donc logiquement, je pense. Donc ouais, ça correspondrait plutôt à ce que James Gunn avait promis, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas Créature Commando aussi l'année prochaine? Je suis en train de me poser la question. Mais peut-être cette année. Ce serait cette année, hein, c'est peut-être cette année, donc si, ça correspondrait bien. Ouais, il a donné des updates d'ailleurs sur Créature Commando, James Gunn sur Thread, et il a dit que les animatiques sont finis et tout, et qu'ils sont vraiment en train de finaliser là, le projet, donc je pense en fin d'année. En été Créature Commando, automne, été ou automne. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il allait aller à la SDCC, donc la San Diego Comic Con. Il a dit non, je tourne.
Mais la SDCC, c'est en juillet. Il va pas tourner encore Superman en juillet. Enfin, ça fait loin, quoi. Ça fait un gros tournage. Donc, je pense qu'il va tourner Peacemaker saison 2 en juillet. Donc, d'ailleurs, en parlant de Superman, eh bien, ils ont commencé le tournage le 29 février. Donc, c'était même l'anniversaire dans le lore de Superman, qui est né un 29 février. Le film a changé de nom. Il ne s'appelle plus Superman Legacy. Il s'appelle tout simplement Superman. Et il nous a donné aussi une photo du logo de Superman. Donc, il y a le S de Kingdom Come, du comics Kingdom Come, et du jaune autour du rouge, et il y a du jaune aussi au milieu au lieu du noir. Donc ouais, moi ça me chauffe pas mal. Et on a aussi eu le cast de Perry White, donc, qui sera joué par Wendell Pierce. Ouais, bah écoute, Superman, juste Superman. Bon voilà, après James Gunn il voulait revenir aux origines du personnage, donc voilà, je pense que le titre ça fait sens. Voilà, juste Superman, voilà. Ouais. Juste lui. Et le logo. Ça s'appelle Superman, ça s'appelle pas juste Superman. Mais non mais oui. Putain, des blagues de vieux films français. Mais oui, il retourne aux origines du personnage. Voilà, simplement Superman, retrouver l'essence de Superman, que celle que tout le monde connaît, on va dire, parce que l'essence de Superman, je trouve que ça veut pas trop dire grand chose non plus, parce qu'il y a plusieurs Superman, voilà. Mais voilà, revenir à un Superman plus classique, et même le logo, les couleurs, voilà, retrouver la couleur de Superman, bien rouge, bien bleu, qui avait pu dans le Zack Snyder, voilà, qui était plus froid. Ouais, c'était un peu passé la machine, quoi. Ouais, je sais pas. Voilà, donc là, vraiment, on va avoir une vision complètement différente de celle d'avant. Donc, et c'est pas plus mal. Voilà, parce que oui, bah, je pense si c'était pour faire la même chose, c'était pas nécessaire. Et le fait aussi que, en fait, il n'y a aucun film de Superman qui s'appelle juste Superman. C'est vrai. Parce que le Superman de 1978 s'appelle Superman The Movie. Ensuite, avant de quitter DC, on a Joker 2 qui apparemment Warner en tout cas voudrait le faire arriver en avant-première du coup au Venice Film Festival, donc sûrement le faire participer d'ailleurs au Venice Film Festival en septembre, et c'est pas déconnant parce que oui, c'est ça, c'est la Mostra de Venise, et le premier Joker avait déjà gagné là-bas à la Mostra de Venise à l'époque. Ouais. Donc oui, je pense que c'est logique qu'ils le remettent là-bas, peut-être pour essayer après gratter des prix avec le film, parce que le premier avait engrangé plein de prix, on se souvient. Et donc voilà, ouais, ça fait sens. Oui, bah oui, mais il avait gagné meilleur film, je crois. Il avait gagné le gros lot. Oh oui, à la Mostra, oui. Ouais, il avait remporté le plus grand prix. C'était fou quand même quand on y pense. Je me dis, c'est fou. Bah oui, qu'un film de super-héros gagne ça, quoi. Après, la Mostra de Venise, c'est pas non plus, il récompense pas non plus des films les plus cachés non plus, quoi. Mais oui, effectivement, c'était quand même un gros truc, quoi. Ouais. Mais tu vois, là, cette année, c'était Poor Things, il me semble. C'est Pauvre Créature aussi. Ouais, donc je veux dire, vraiment les films de super-héros ne sont pas considérés à ce niveau-là, tu vois. Ouais, mais je veux dire, la Mostra, ils ont quand même un truc où il y a quand même pas mal de films un peu populaires, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas des films, oui. Par exemple, tu vois, à Cannes, il y a quand même des films un peu plus confidentiels. Bon, quand je dis confidentiels, ceux qui gagnent, en général, ils sont quand même un peu connus, mais ils ont pas genre, pour Thing, il y a Emma Stone, tu vois, genre, dans le rôle titre. Oui. Tu vois, il y a Willem Dafoe, Mark Ruffalo, voilà, c'est un gros film quand même hollywoodien, même s'il a pas coûté très cher, voilà, mais donc il y a ce truc là, alors que la Mostra, c'est quand même, voilà, mais c'est quand même quelque chose que Joker avait remporté, quelque chose là-bas, quoi. Ouais, c'est clair, mais on va voir s'ils vont réitérer l'exploit. Ensuite, on va du côté de Disney. David Greenbaum, du coup le nouveau président du coup de Disney Live Action et de 20th Century Studios, on en avait parlé, qui remplaçait le dernier président. Ouais. Et il a eu un meeting avec Bob Iger et Alan Bergman, donc des gros CEO producteurs de Disney, quoi. Et il leur a dit, et apparemment son mantra pour les films à venir, ce serait: est-ce que ce film a besoin d'exister? Et donc, David, je te connais pas, mais merci de poser la question. Voilà, je sais pas si ça va être respecté, mais oui, effectivement, est-ce que ces films méritent d'exister? Est-ce que tous ces remakes live action méritent d'exister, devraient exister? C'est peut-être temps de se poser la question à Disney. Donc, effectivement, moi je me posais la question: est-ce que ça va vraiment changer la direction de Disney? Bah écoute, si ils commencent à poser des questions comme ça, oui, potentiellement ils arrêteront de faire des films que je pense sont un peu osef. Bon, après c'est à voir dans l'application, mais
Effectivement, David, merci de poser des bonnes questions. Oui, bah en plus, celui qui est parti, on sait pas trop d'ailleurs s'il s'est fait virer ou s'il a démissionné, était celui qui était à l'origine de ces fameux remakes live action. Là, vu que le dernier a pas fait un score de fou, donc la petite sirène, peut-être qu'ils vont arrêter de les faire, on verra. Mais bon, là, attendons de voir le Roi Lion, là. Le Roi Lion, attendons. Ouais, le Roi Lion. Mais le Roi Lion, le nouveau Roi Lion, sur le coup, est une suite originale, tu vois. De quoi? Bah le Mufasa là qui sort à la fin de l'année. Une suite originale, non. En plus c'est un préquel. Bah, c'est un scénario original quand même. Oui, si tu veux, d'accord, c'est un scénario qui n'a pas déjà été fait, mais si tu veux, c'est ça. C'est ça que je dis original. C'est le préquel d'un remake. Oui, non mais rien d'original là-dedans. C'est étonnant. Non mais après il reste Blanche-Neige à sortir. Ils ont d'autres projets, mais est-ce qu'ils vont les faire, les Hercule, tout ça au final? En tout cas ils sont encore dans les cartons, mais à voir pour le coup. Ouais. Après je te rappelle qu'on n'était pas à l'abri aussi d'un Aladdin 2, d'une suite à Aladdin, à un moment aussi, le remake. Ouais, mais ils ont annulé, je crois. En tout cas c'est plus dans les plans. Mais potentiellement, le film avait fait plus d'1 milliard, je me rappelle. Donc, voilà. C'est vrai que c'est étonnant, mais je crois que l'acteur avait dit, l'acteur d'Aladin, que ça se ferait pas. Il avait dit qu'il trouvait plus de boulot. Je me souviens, je me souviens qu'il n'était pas engagé, mais après, je sais pas, tu vois, peut-être. Ensuite, tiens, ça c'est vraiment un scénario original qui compte faire. On va parler de Pirates des Caraïbes 6, le prochain Pirates des Caraïbes, que Disney considère reprendre Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow, mais en tant que plutôt second rôle. Bon, c'est des rumeurs pour le prochain Pirates des Caraïbes. Donc après la tourmente des procès de Johnny Depp à l'époque, Johnny Depp n'était plus prévu pour être Jack Sparrow. Ils avaient prévu de faire un Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie en rôle titre, mais apparemment ça a été scrapped, ça a été enlevé, c'était cette idée. Et là ils voudraient du coup reprendre Johnny Depp pour jouer Jack Sparrow maintenant, mais potentiellement dans un rôle secondaire dans un Pirates des Caraïbes 6. Moi j'ai plus de foi en cette saga de toute façon. Je pense que reprendre Johnny Depp ça va créer plus de polémique qu'autre chose, et en plus le reprendre juste en second rôle, même les fans de Johnny Depp, je suis pas sûr que ça va leur plaire. Donc pour moi il y a rien qui va dans cette annonce. C'est un second rôle à la base, Jack Sparrow. Enfin je l'ai pas rêvé. C'est pas le personnage principal, Jack Sparrow, dans Premier Pirate. Techniquement c'est pas celui qui a la c'est Will Turner. Will Turner, il a un rôle et un parcours clair et net, mais Jack Sparrow, il est central à l'histoire, quoi. Pour moi, lui, c'est peut-être un peu un film choral, quoi. Ouais. Les trois sont assez pris. Mais après, depuis le 4. Le 4, c'était vraiment. Oui, c'était lui le héros. C'était du coup maintenant lui et tout, et le 5 aussi. Donc. Ouais. Après, de toute façon, c'était la tête de cette histoire, quoi. De toute façon. Oui, il avait marqué beaucoup, mais il me semble le premier, c'est pas vraiment. Je le considère pas moi comme le perso principal, en tout cas. Dans le premier. Si, quand même. Je veux dire. Mais après, le truc, c'est. Ah, si, moi je trouve. C'est le deuxième, quoi. Mais même William, je pense que Elisabeth, elle a plus un plus gros parcours que William dans le film, pour le coup. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment les trois, leur interaction, quoi, qui est vraiment. Même Jack Sparrow, il a toute une quête dans le film. Voilà. Moi, je trouve que c'est les trois. Voilà, je trouve pas qu'il y en ait un vraiment supérieur aux autres à ce niveau-là. Enfin bref, de toute façon, ça change rien au fait que bon. C'est vrai que là, le 4 et le 5, c'était pas terrible. Que Gore Verbinski qui a fait un truc cool, quoi, avec ça. Donc, je sais pas. D'un côté, moi, de partir avec une nouvelle équipe et tout, ça me dérangeait pas, hein, de partir avec Margot Robbie, tout ça. Mais bon, il y a des gens qui râlent parce qu'il n'y a pas Johnny Depp. Pour moi, s'ils veulent, ils pourraient développer l'univers de Pirates des Caraïbes avec des séries, avec des films et tout. Mais il faudrait s'éloigner, pour moi, de Jack Sparrow, tout ça. Ouais, mais non, parce qu'ils vont dire non, c'est lui qui rapporte, donc non, on garde Johnny Depp. Mais tu pourrais faire le Star Wars des pirates, quoi. Ouais, moi je voudrais qu'on arrête. Il n'y a pas de Star Wars, il n'y a pas de truc, juste on arrête. Mais quitte à continuer, faire après des franchises de Disney, peut-être Pirates des Caraïbes, c'est peut-être une des plus originales dans le sens où, pour le coup, on n'a pas non plus 50 000 films de pirates, tu vois. Donc là, c'est vrai que ce serait bien, mais bon, il y a encore un Pirates des Caraïbes, c'est bon. Franchement, les deux derniers, moi, ils m'ont plombé. Ouais, je comprends. Pareil, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Je le trouve pas ouf. Et puis le Sirena, le 4 là, quel enfer. Ensuite, on va parler de Star Wars. Comme je parlais de Star Wars. Donc le film qui serait centré sur Rey, qui avait été annoncé, donc il devrait être tourné donc au Royaume-Uni. Alors, ils seraient en train de caster 3 personnages, dont notamment 2 apprentis et un méchant.
Et le film sera un standalone, donc ce sera pas Star Wars épisode 10, mais il pourrait avoir une suite si ça marche, quoi. Oui, bah, en tout cas, il est construit comme un seul film et tout. Donc, bah, après, ça correspond à ce qu'on avait entendu. Rey, ce serait elle aurait des apprentis, ce serait une maître Jedi et tout ça. Moi, je voudrais bien savoir va être le méchant du film, puisque tout se passe après tout ce qu'on voit hein, au ciné ou même en série. Ouais, bah ça va être un nouveau méchant qu'on connaîtra pas. C'est ça, un méchant ouais. original. Ouais, bah, ça serait pas mal. Pas lié à l'Empire, s'il vous plaît. Un truc si vous voulez, dans son propre truc, ce serait pas mal. Pas l'Empereur encore, c'est bon. Ouais. Parce que là, en plus, c'est un film qui va lancer un peu une nouvelle ère. Je crois ils appellent comment New Jedi Order, je crois, quelque chose comme ça. Parce ils ont fait toute une chronologie avec plusieurs ères dans Star Wars qu'ils avaient présenté à Star Wars Celebration l'année dernière. Et donc après, je pense qu'ils feront des projets dans cette timeline-là. Ouais, c'est post-Skywalker, quoi. Skywalker saga, ouais. quoi. C'est ça. Alors, on passe à Marvel. Donc, X-Men 97. Alors, on n'était pas sûr de la diffusion, comment ça allait être diffusé, etc. Et donc, on a appris que la série va commencer donc le 20 mars avec 2 épisodes. Puis ensuite, on continuera un épisode par semaine jusqu'au 15 mai. Donc, ça va durer à peu près 2 mois, quoi. C'est ça, bah 8 épisodes, c'est ça 10. 10, oui, c'est ça, 10 épisodes. 2 pour la commencer, ouais, quand même. Parce que bon, les épisodes de 20 minutes, je pense, ça va être. Après, on n'a pas la durée, mais je pense que ça va être des épisodes de 20 minutes. Bah, oui, ça va être comme la série de l'époque, c'était 20-25 minutes, ouais. Donc, ouais, 2 épisodes en première, c'est plutôt pas mal, mais bon, après, on l'avait déjà dit, hein, mais ça va être un peu maigre à suivre chaque semaine, quoi, pour le coup. Mais bon, écoute. C'est comme suivre des animés après. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Mais bon. C'est ça qui est chiant aussi, je trouve, dans les animés. C'est que t'as 20 minutes et dès qu'il se passe des trucs de foot, t'es en mode non, coupez pas et tout. Non, j'ai 20 minutes. Mais bon, voilà. Peut-être se la faire d'un coup, c'est peut-être mieux que regarder un par semaine, je pense. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien regarder un par semaine. Donc, moi, en tout cas, dès que ça sort, je me jette dessus. Et on a appris aussi que Deadpool et Wolverine auraient quelques reshoots, donc en mai. Voilà, juste avant sa sortie en juillet, mais ce serait des reshoots assez mineurs de ce que j'ai compris. Ouais, bah c'est intérêt parce que bon, encore une fois, bah, c'est qui va cravacher ouais, c'est les artistes VFX qui, on va se recevoir ça alors à 1 mois de la sortie du film en mode bon les gars, faut refaire ça, faut ça. Bon, c'est insupportable. Mais bon, du coup, le film, de toute façon, il a une date de sortie à respecter, je pense. Et voilà, on espère que c'est pas des reshoots avec des VFX, mais voilà, ça m'étonnerait pas que Disney. Voilà, ça va mettre encore la pression sur eux, les pauvres. Donc, voilà. On espère que ça va bien se passer. À voir, parce que comme il y a eu des polémiques et tout, peut-être que non. Bah, c'est possible. Ensuite, du côté de chez Sony, avant de se quitter, Sony et Kevin Feige apparemment sont dans un terrain de discussion parce que ça se passe pas trop bien avec Spider-Man 4. Ils veulent tous les deux faire quelque chose de différent. Et apparemment, la poire va peut-être être coupée en deux puisque apparemment Spider-Man 4 pourrait être un film avec du multiverse. C'est ce que voudrait Sony, un film avec multiverse, donc sûrement ramener Andrew Garfield et tout ça, et en même temps un Spider-Man street level, donc c'est ce que Kevin Feige voudrait lui plus du côté de Marvel Studios, et donc peut-être qu'on aurait les deux combinés en un. Bon, ouais, pourquoi pas, je sais pas, moi je voudrais vraiment un truc vraiment street level, mais bon, s'ils font un truc street, là ils vont peut-être réussir au moins à couper la poire en deux, mais bon, ça serait bizarre si on a 3 Spider-Man qui se battent contre le caïd, ils vont fumer en one shot. Bon, voilà quoi. J'avoue que ce serait étonnant, ouais, non mais Sony fait chier, voilà, je le dis encore une fois, Sony me casse les pieds, laisser faire une histoire street level, enfin le film multiverse on l'a déjà eu, c'est No Way Home, mais puis voilà quoi. Moi je veux Spider-Man et Daredevil. Et avant de se quitter, on finit avec la news what the fuck, Ista. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est notre nouvelle rubrique, la news what the fuck de la semaine à la fin des actualités. C'est qu'il y a un film d'horreur de prévu sur Willy Wonka. Ouais, mais alors c'est pas un film d'horreur sur Willy Wonka, c'est un film sur The Unknown qui serait... alors, il y a tout un contexte. Alors en fait, il y a eu la Willy Wonka Experience qui est une espèce d'attraction qui a été faite, on va dire, par c'est des gens qui ont décidé de faire une espèce d'attraction Willy Wonka avec le succès du film. Je crois que c'est un scam ou je sais pas quoi, j'ai entendu un truc. Ah oui, mais complètement, c'est une arnaque totale. Et en fait, à l'intérieur, il y a genre 3 trucs de Willy Wonka dedans, fait avec 3 francs 6 sous, voilà, où les mecs te font payer pour voir ça. Et ils ont créé un méchant dedans qui s'appelle The Unknown. C'est un mec avec un masque et une robe toute noire, on dirait les mecs de Eyes Wide Shut dedans. Et alors, il y a un film d'horreur sur un méchant de Willy Wonka qui n'existe pas, qui n'est pas officiel, qui va être fait.
incroyable. Mais juste, c'est une fille, en fait, qui était déguisée, une fille qui a 15 ou 16 ans. Elle a fait un TikTok pour en parler. Ah, putain. Ouais, ils ont engagé des avec. gens et tout pour faire tout ça. Non, mais... Ouais. Et ouais, bah écoute, pourquoi pas. En fait, Non, ça me fait non, penser, pas du tout. non, ça fait penser, tu sais, au film d'horreur Winnie l'ourson, tout ça, là, tous les trucs nuls là. Oui, mais sauf que là, c'est sur quelque chose qui n'existe même pas dans l'univers de Willy Wonka. Oui, c'est ça qui est fou. qui est fou. Ouais. C'est un truc d'un scam, et vu que ça fait parler, bah voilà, il y a des mecs qui se sont dit, voilà, on va faire un film d'horreur dessus, on va capitaliser dessus. C'est ridicule, mais voilà, c'était la petite info what the fuck de la semaine. On va passer à la chronique box-office, Sista. Et oui, qu'est-ce qui se passe au box-office de cette Et bah semaine? avant de parler du box-office États-Unis et France, on va parler de quelques prédictions et quelques résultats qu'on a eu de box-office. Et bah la Kung Fu Panda 4 qui sort aux États-Unis, il sort là. Nous, il sort à la fin du mois. Et bah il devrait rapporter entre 45 et 50 millions de dollars pour son opening week-end, en comparaison par rapport à Kung Fu Panda 3 qui lui avait rapporté 41 et Kung Fu Panda 2 qui avait rapporté 47 millions. Donc il serait à peu près dans cette zone-là du coup. Donc c'est bien quoi. Ouais, c'est plutôt bon, et surtout que le film a coûté 80 millions, apparemment, il a coûté beaucoup moins cher que ces deux-là, et il devrait prendre la place de numéro 1 à la place de Dune, du coup, pour la semaine à venir, Dune qui devrait du coup perdre potentiellement sa première place en deuxième semaine, même si Dune, il y a des rapports qui diraient qu'il devrait rapporter à peu près aussi comme Kung Fu Panda, mais juste un peu moins, donc pourquoi pas. Ouais, dans les 40 millions aussi. Du coup, ça se présente bien pour Kung Fu Panda. Ouais, c'est étonnant, j'étais pas sûr, mais ouais, il faut croire que ça va fonctionner. Voilà, il y a des fans à peu près de la franchise. Du côté de Godzilla X Kong qui arrive, apparemment il y aurait des estimations à entre 41 et 50 millions de dollars pour son premier opening week-end, ce qui correspondrait au résultat du premier film, du coup Godzilla de 2014 de Gareth Edwards. Oh bah tiens, Nista, c'est un film qu'on va traiter. Peut-être dans 2 semaines. Peut-être. Voilà, on tease. Et donc, du coup, ce serait vraiment dans la lignée du premier, du coup, Godzilla de Gareth Edwards au niveau du box-office. Ouais, bah comme quoi, ça fonctionne aussi, ça. Hein. Après, je sais plus. Bah, il n'est pas sorti au cinéma chez nous, celui d'avant, le Godzilla versus Kong. Il est sorti en simultané, c'est ça, je crois, aux États-Unis. Aux États-Unis, mais en France, on l'a même pas eu, je crois, au cinéma. C'est ça. Mais ouais, donc bon bah c'est un démarrage plutôt correct aussi pour Godzilla. Oui, parce que je crois que le premier Godzilla, il avait rapporté entre 500 et 600 millions, donc s'il fait à peu près pareil, oui, ça va être plutôt bien. Ah, comme quoi, ça fonctionne encore. Hein. Le Monsterverse. Ensuite, on a eu des nouvelles sur donc la série Netflix Avatar The Last Airbender. Alors, elle a vu son audience diminuer de 6% au cours de sa deuxième semaine, passant de 21,8 millions à 19,9 millions de vues. Alors, à titre de comparaison, One Piece a vu ses vues passer de 18,5 millions à 19,3 millions au cours de la même période. C'est-à-dire que One Piece avait augmenté et Avatar, lui, a diminué, lui, en deuxième semaine. C'est ça, ouais. Mais... C'est que d'habitude, il y a certains shows qui augmentent avec le bouche à oreille, et là, le bouche à oreille n'a pas été apparemment très bon pour Avatar, et du coup, ça a baissé dans les visionnages. Du coup, ça a baissé, mais ça a quand même renouvelé. Netflix a notamment renouvelé la série pour 2 saisons. Donc, et ça va même adapter toute la série d'animation, puisque la saison 3 sera la dernière. Et ça, il me semble que c'était aussi 3 saisons, en fait. C'est ça. C'est 3 saisons, la série d'animation. Et donc là, ça semble faire une saison et une saison d'adaptation de la série. Donc ça va suivre la structure. Et apparemment, ils sont contents des chiffres. Donc voilà. Voilà, donc là, ils ont annoncé saison 2, saison 3. En tout cas, ceux qui attendaient une suite auront leur suite, auront la fin. Donc, pour ça, d'un côté, c'est quand même une bonne nouvelle. Quand tu commences une série que t'as pas la fin, bah là, au moins, tout le monde pourra la finir. On a eu aussi des infos sur la série Shogun, qui vient de sortir chez nous sur Disney+. Et elle a fait 9 millions de vues sur 5 jours, 6 jours, je crois. Et ça a battu le démarrage de la saison 2 de The Bear sur Hulu. C'est le plus gros démarrage pour une série sur Hulu. Ouais, assez inattendu. Elle a sorti un peu de nulle part, la série. Et il n'y avait pas vraiment de promo, quoi. Et là, tout d'un coup, tout le monde en parle. Et moi, je vais bientôt la commencer, je pense aussi. Ouais, là, il y a une grosse hype et tout. C'est vrai que ça m'étonne hein, que ce soit autant hypé, quoi. Autant de gens la regardent, ça en parle beaucoup sur les réseaux, là. Et ils disent que c'est le meilleur démarrage d'un projet, en gros, Disney, parce que c'est quand même Disney, la grosse branche, quoi. Hors Star Wars, Marvel, tout ça, quoi. Donc, okay. Donc c'est quand même, c'est vraiment bien, quoi. Ensuite, on a Apple, on a eu des petits questionnements autour d'Apple, puisqu'ils auraient dépensé 700 millions de dollars pour 3 films, du coup Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Napoléon et Argyle,
qui est sorti récemment, et ils auraient dépensé du coup 700 millions pour les 3, et ça aurait rapporté à peu près 466 millions au box-office pour les 3, et du coup il y a des gens qui s'interrogent sur la possible rentabilité de ces films-là. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette hypothèse-là, parce que je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font Apple, et c'est des films qui alimentent leur catalogue de base, et que en fait la rentabilité, ils ont découvert que potentiellement ils zappaient beaucoup de bénéfices potentiels sur les sorties salles, et c'est pour ça qu'ils les sortent en salle et puis ils les sortent rapidement après sur leur plateforme. Je pense qu'ils veulent avoir la rentabilité au niveau des deux, et aussi je pense qu'ils veulent des awards et des trucs et tout, et donc je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font Apple, de les sortir en salle, et effectivement oui, quand tu te dis ah putain t'as dépensé 700 millions et t'as eu rapporté que 466 millions au cinéma, mais faut pas oublier que ces films-là de base ne devaient même pas sortir au cinéma, ça devait être que des films de plateforme. Oui, c'est ça, c'est pour ça. En fait, il y a tout un article sur Variety où je crois que c'est Variety, qui s'interroge un peu sur est-ce que ça veut dire que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On sait pas vraiment, quoi. Donc, ouais, c'est un peu. Après, c'est ça avec les plateformes, c'est que c'est pas un truc de vue, c'est en termes d'abonnés, donc bon, c'est compliqué, quoi. De toute façon, Apple, ils ont tellement de fric. Finalement, on sait pas. Mais bon, comme c'est Apple, de toute façon, c'est peut-être une des sociétés les plus riches du monde, donc bon. Je pense que c'est pas trop grave de perdre 100 millions. Oui, mais bon, après, je pense pas qu'ils perdent tant que ça, sur ce qu'ils viennent de faire. Après, il faudrait voir la prochaine stratégie. Peut-être qu'ils vont revenir sur ce qu'ils ont fait, mais je pense pas qu'ils vont perdre tant d'argent que ça. On va au box-office de la semaine aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on retrouve à la 6e position, du coup, Migration, qui reste fort puisqu'il est à 2,5 millions cette semaine aux États-Unis pour sa 11e semaine d'exploitation, pour un total de 123 millions de dollars sur le sol américain. Le film s'est largement remboursé, il tient encore. Et donc en 5e, on a Madame Web. Madame Web qui a fait pour sa 3e semaine 3 millions. C'est nul, c'est très mauvais. C'est une chute de moins 46% par rapport à la semaine dernière. Et ça donne un cumul sur le box-office US de 40 millions. Ouais, et un total de 91 millions dans le monde, donc ça va pas du tout. C'est de toute façon, Dakota Johnson a dit elle-même je ferai plus jamais ce genre de film et tout. Donc bon, ouais, c'est... Ouais. Ensuite, on a Ordinary Angels qui ne bouge pas, qui reste à la même place, à la 3e place, et qui a rapporté 3,8 millions de dollars de recettes cette semaine, donc une chute de 37%, donc qui se maintient bien, pour un total de 12 millions sur le sol américain. Donc c'est un petit film, on connaît pas trop le budget, mais ça m'a l'air plutôt de bien marcher pour lui. Ensuite, en 2e, on a Bob Marley One Love qui fait 7 millions de dollars pour sa 3e semaine, donc c'est une chute de moins 44%, et qui a un cumul sur le box-office domestique, donc aux USA, de 82 millions. C'est ça. Donc voilà, toujours le succès pour Bob Marley One Love, même si là je pense qu'il va pas mal reculer pour le coup, puisque on a une grosse entrée dans le box-office cette année, la plus grosse entrée du box-office états-unien, c'est Dune, 2e partie. Donc allez écouter notre podcast qu'on a fait avec un invité exceptionnel, Cyril, dessus. Il a rapporté 82 millions de recettes aux États-Unis ce week-end pour sa première entrée. Voilà, 72% de part de marché. Voilà, il écrase tout le box-office, c'est normal. Et on a appris qu'il vient de dépasser les 200 millions de dollars dans le monde. Donc voilà, il a déjà rattrapé son budget de production en une semaine. Donc voilà. Ouais, donc de toute façon, celui-là, il va être rentable, il n'y a pas de souci. C'est pas Madame Web. J'avais envie de taper ça, Madame Web. On va passer au box-office France. Box-office, là, on a la meilleure semaine de l'année en termes de d'entrée et de box-office. Avec 4,3 millions d'entrées, enfin jusque-là, évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans le top 5, Ista ? Alors en 5e, on a Cocorico qui descend de 2 places, et donc c'est sa 4e semaine, et il a fait 270 000 entrées. Ça lui fait un cumul de 1 602 000 entrées. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, la première comédie française de ce top 5. La 2e, Maison de retraite 2 avec Kev Adams et Jean Reno qui reste à la même place, à la 4e position, qui baisse seulement de 23%. 271 000 entrées pour un total de 1,1 million. Donc voilà, il a dépassé le million d'entrées, donc ça va. C'est plutôt pas mal. Il y a juste Chien et Chat qui lui a pas trop maintenu. Là, il est descendu encore à la 6e place et qui a même pas atteint les 1 million en 3 semaines d'exploitation, et alors que le film coûte assez cher, quoi. Et surtout pour un truc avec Philippe Lachaud qui cartonne pas mal, c'est une grosse déception quand même.
Ouais, mais si tu regardes entre Chien et Chat, Cocorico et Maison de retraite 2, ils sont pratiquement dans un mouchoir de poche. Cocorico et Maison de retraite n'ont que 1000 entrées d'écart. Et Chien et Cocorico, il n'y a que 4000 entrées d'écart. C'est pas beaucoup. Hein. Alors oui, sauf que Cocorico, il est là depuis plus longtemps et il a frappé plus fort d'entrée. Ouais, mais sur la semaine, là, les 3... Après, c'était les vacances scolaires, donc je pensais pour ça. Mais les 3 sont dans un mouchoir de poche, là, sur cette semaine, quoi. Sur cette semaine, oui, mais sur un total... Sur le total, non. Total, Cocorico est le gagnant, oui. Oui, Chien et Chat, bien sûr. Surtout que je pense qu'il a dû coûter plus cher, Chien et Chat, je pense. Je sais pas, ouais, parce qu'il y a des gros acteurs, donc Cocorico et Maison de retraite, donc... Oui, mais Chien et Chat, il y a des FX. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, ouais. Ensuite, en 3e, on a Bob Marley One Love qui perd une place pour sa 3e semaine et qui fait 313 000 entrées. Donc, c'est une chute de moins de 30%. Et il cumule 1 500 000 entrées. Ouais, gros carton encore pour le film. Il marche bien, ouais. Il marche encore très bien. Et à la 2e place, on retrouve Une vie, le film avec Anthony Hopkins qui avait... tout défoncé sa première semaine, la semaine dernière. Là, il est 2e parce que bon, il y a le gros bulldozer devant. Mais il a baissé que de 28% puisqu'il a rapporté, il a fait 328 000 entrées et donc il a atteint les 784 000 entrées en tout et il devrait dépasser du coup le million d'entrées. Et ouais, c'est un destin assez fou pour le film. Voilà, le film britannique. Ouais, comme quoi. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne si bien, mais il fonctionne pas mal. Hein. Et donc en premier, eh bien, on a Dune qui vient un peu tout bousculer un peu partout, que ce soit aux États-Unis ou en France, et donc qui est premier. Et donc pour sa première semaine, il fait 1,3 million entrées. Plus gros démarrage de l'année. Voilà, ouais, tout simplement en France et aux États-Unis d'ailleurs aussi. Et je pense qu'il va continuer sa belle lancée en France. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'expose pas le tout là, je pense. Ouais. Il va être dans le top de l'année, dans le top 3 des films qui a rapporté le plus, je pense, de l'année potentiellement. Tu t'avances un peu trop là, je trouve. Tu m'avances peut-être un peu trop, mais 1,3 million, je sais pas. En tout cas, il sera dans le top 5, je pense. Voilà, j'ai vu plus large de l'année. Moi, je dis qu'il sera dans le top 10. Ouais, bah d'accord, mais qui va reculer. Mais il sera dans les 5 premiers, c'est ça que moi je veux dire. Bah, tu vois 4 autres potentiels de venir devant lui? Non, il faut que je réfléchisse. Mais bon, il y a Deadpool. Deadpool peut faire quand même pas mal d'entrées, je pense. Après, il faut voir les films français, Le Comte de Monte Cristo, tout ça, ça peut bien fonctionner. Je pense pas que Le Comte de Monte Cristo fera plus, mais bon, on verra. Je sais pas, je sais pas. Des fois, on a des surprises. Five Nights at Freddy's, t'aurais jamais dit qu'il a fait ce score-là l'année dernière. Hein. C'est vrai. Et bah c'est fini pour cette chronique box-office. On va se quitter, Xiste. Un gros épisode, là. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on enregistre. Donc, ouais. Et bah du coup, on va se quitter et on se retrouve mardi prochain pour le prochain podcast qui sera sur Ferrari sûrement. Restez connectés. Oh là là, je parle comme un vieux. Restez connectés là, tu sais, à l'antenne. Bref. Et bah n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, à mettre le petit pouce en l'air. Les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir selon votre plateforme de podcast. Et on se retrouve bientôt. Passez une bonne semaine. Et salut! Salut à tous!